Doha sous les bombes et l'Algérie au centre de la riposte. Une frappe aérienne qui embrase le Golfe et secoue tout le Moyen-Orient. Ce n'est pas une simple opération militaire, mais un signal brutal qui tente de redessiner les cartes d'influence par la force. L'Algérie, elle, choisit la voie de la fermeté et entraîne le débat jusqu'au Conseil de sécurité. L'histoire retiendra cette frappe non pas comme une opération militaire, mais comme l'instant où l'équilibre du Moyen-Orient a explosé et où l'Algérie a décidé de défier le silence du Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation extrêmement tendue. Une frappe israélienne revendiquée en plein Doha. Oui, en plein cœur de la capitale qatari, visant, selon Israël, des membres du Hamas. Alors on a plusieurs sources qui couvrent ça, les faits, les justifications israéliennes, les condamnations et surtout la réaction algérienne. Très forte. Très forte et, disons, très argumentée sur le plan du droit et de la diplomatie. Notre but ici, c'est de comprendre la portée de tout ça. Les principaux enjeux, les risques pour la région, c'est déjà tellement instable. Exactement. Analyser les faits et les conséquences possibles. Bon, alors commençons par les faits. Le déroulé. Que sait-on exactement de ce qui s'est passé à Doha? Alors, mardi après-midi, des explosions entendues dans un quartier de Doha. Assez vite, l'armée israélienne et le Shin Bet, le renseignement intérieur, sortent un communiqué. Ils revendiquent. Oui, conjointement, ils parlent d'une opération ciblée, menée selon eux avec des munitions de précision et basée sur des renseignements spécifiques. L'objectif affiché, Une structure, enfin ce qu'ils décrivent comme une structure abritant des membres du bureau politique du Hamas. et le bilan humain, parce que frappe chirurgicale, on connaît la formule, mais Côté Qatari et Hamas, on parle de 5 martyrs. C'est le terme du Hamas. 5 morts donc. Oui, et parmi eux, des noms qui circulent, le fils de Khalil al-Hayya, qui est un dirigeant important du Hamas à Gaza, et son chef de bureau. D'accord. Et il y aurait aussi, selon les premières infos qataries, un membre des forces de sécurité intérieure du Qatar tué. L'attaque a touché un complexe résidentiel où logeaient des cadres du Hamas. Un Qatari tué aussi. Ça complique encore les choses sur le plan diplomatique. Évidemment. Et Israël, de son côté, insiste sur la précision, la volonté d'éviter les civils non directement visés, etc. La justification israélienne, elle est venue vite aussi, non? Et elle n'est pas présentée comme une action sortie de nulle part. Non, justement, c'est présenté comme une riposte, directe et immédiate. Le communiqué et puis les déclarations de Netanyahou, de Ben-Gvir ensuite. Oui. Il lie explicitement cette frappe à 2 événements très récents. Une attaque à Jérusalem la veille, qualifiée de terroriste par Israël, avec des morts et des blessés. D'accord. Et une embuscade contre des soldats israéliens à Jabalia à Gaza, quelques heures plus tôt. Le message c'est « On vous trouvera où que vous soyez ». C'est une affirmation claire, donc, qu'ils étendent le champ de bataille, au-delà des zones habituelles. C'est ça, frapper dans la capitale d'un État tiers qui héberge ses dirigeants, c'est une escalade revendiquée en quelque sorte. Et cet État tiers, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le Qatar, le médiateur principal. La réaction de Doha, j'imagine, a été... Extrêmement ferme. Le ministère qatari des Affaires étrangères a sorti un communiqué très dur. Les termes employés? Agression criminelle, violation flagrante de la souveraineté qatari et du droit international. Ils insistent sur la menace pour la sécurité au Qatar. Et sur l'impact sur les négociations, j'imagine. C'est le point crucial de leur communication. Ils disent que ça met en péril, ça sape tous les efforts de médiation en cours. Médiation que Doha mène activement, on le sait. D'autres capitales ont suivi. Oui, assez vite. Tokyo, par exemple. Forte préoccupation. Violation de souveraineté, bien sûr, mais aussi danger pour les efforts diplomatiques, le cessez-le-feu, la libération des otages, tout ça. Le consensus initial, c'était donc bien non. On a franchi une ligne en s'attaquant au territoire du médiateur. C'est ça, le sentiment général dans les premières heures. Et c'est là qu'arrive la voix de l'Algérie, particulièrement audible apparemment. Absolument. Le ministère algérien des Affaires étrangères publie un communiqué. Condamnation avec la plus grande force, solidarité totale et inconditionnelle avec le Qatar. Classique, jusque-là. Mais il y a plus. Oui, l'argumentaire algérien est plus spécifique. Le cœur du message, c'est que cette frappe vise délibérément, selon Alger, le centre névralgique des efforts diplomatiques. Ah, donc pas juste une violation de souveraineté. Pour Alger, c'est une attaque contre le processus de paix lui-même. C'est exactement ça. Leur analyse, très structurée, repose sur plusieurs points. 1. C'est une tentative d'élargir le conflit, de créer de nouveaux fronts, d'où déstabilisation régionale. Logique.
2. Cibler des gens impliqués dans les pourparlers, même indirectement, ça prouve pour Alger qu'Israël ne veut pas vraiment de solution pacifique. C'est un mépris du droit international et des médiations. D'accord. Et 3. C'est un appel. La communauté internationale doit agir. Urgence, dissuader l'agresseur, stopper les crimes systémiques contre les Palestiniens, freiner l'escalade. C'est un langage fort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Alger ne s'arrête pas aux mots. Il y a une suite diplomatique directe. Oui, et c'est là que ça prend une autre ampleur. Très vite, l'Algérie, avec le Pakistan d'ailleurs, demande officiellement une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Ah oui, quand même. C'est une initiative forte. Très forte. Ça vise à internationaliser l'affaire au plus haut niveau, immédiatement. Et Alger dit clairement, c'est un test grandeur nature pour le Conseil. Un test sur quoi? Sur son engagement réel envers la charte de l'ONU. Protection de la souveraineté, d'accord, mais aussi, et c'est crucial ici, la protection, la sanctuarisation des efforts de médiation. On comprend bien l'argument juridique diplomatique, souveraineté violée, attaque contre la médiation. Mais bon, soyons un peu réalistes. Est-ce qu'on n'est pas juste face à une forme de réel politique très dure? C'est-à-dire? Israël considère le Hamas comme terroriste, responsable d'attaque, ils disent les poursuivre partout. Est-ce qu'on peut vraiment exiger d'eux qu'ils ne touchent pas aux dirigeants du Hamas parce qu'ils sont à Doha? Même si Doha est médiateur, c'est aussi le pays qui les héberge. Il n'y a pas une ambiguïté là? C'est une question légitime, bien sûr. Le dilemme est réel. Mais la perspective algérienne, et celle de beaucoup d'États attachés au droit international classique, disons, Oui. elle ne se focalise pas tant sur la légitimité de la cible aux yeux d'Israël. Ça, c'est un autre débat sur la nature du conflit. Elle se concentre sur la méthode et le lieu. C'est-à-dire l'action militaire sur sol étranger sans accord. Exactement. Mener une opération militaire, même ciblée, sur le territoire d'un État souverain sans son consentement, sans mandat de l'ONU, ça, c'est une violation fondamentale de la charte, selon cette lecture. Point. Et le fait que ce soit le Qatar, le médiateur, ça aggrave la chose. Ça ajoute une couche de gravité, oui. Et la position algérienne là-dessus, elle est très cohérente avec leur politique étrangère habituelle. Souveraineté avant tout, non-ingérence, règlement pacifique, refus du deux poids deux mesures en droit international. Pour Alger, accepter ça, ce serait créer un précédent dangereux. Oui, où la force prime sur le droit. Ce n'est pas juste une affaire Qatar-Israël pour eux, c'est une attaque contre l'ordre international basée sur des règles. Donc même l'argument de la précision de la frappe avancée par Israël, ça ne change rien sur le fond de la violation. Juridiquement, non. La précision, même si elle était parfaite, ce qui est toujours sujet à caution en zone urbaine, ça ne change rien au caractère illégal de l'intrusion militaire. Une violation chirurgicale reste une violation, quoi. C'est un peu ça, oui. C'est comme dire qu'un cambrioleur est moins coupable s'il n'a rien cassé d'autre que la porte. L'effraction est là. C'est cette lecture très légaliste, très attachée aux principes qui domine l'approche algérienne. Accepter ça, ce serait ouvrir la porte à quoi, selon eux? À la multiplication des interventions transfrontalières unilatérales, chacun définissant sa propre sécurité, ses propres menaces et agissant en conséquence au mépris des mécanismes collectifs. Un glissement vers la loi du plus fort. Revenons à cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité demandée par Alger et Islamabad. On sait comment ça se passe souvent au Conseil, les blocages, les vétos. Mais surtout sur ce dossier. Le veto américain potentiel est toujours une donnée. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu un coup de com'? Un geste symbolique pour montrer qu'on fait quelque chose, mais sans espoir réel d'aboutir à une condamnation, à des mesures... C'est un risque, c'est sûr. Mais je pense que ce serait réducteur de voir ça uniquement comme ça. L'objectif algérien y dépasse sans doute la simple résolution de condamnation. Quoi d'autre alors? Forcer le débat public, au plus haut niveau, sur ses principes. Inviolabilité d'une capitale souveraine, qui plus est celle d'un médiateur, protection des processus diplomatiques. Même sans résolution finale? Position qui s'exprime. Ça crée une sorte de jurisprudence politique, si on veut. Ça met la pression, ça expose les contradictions. C'est une façon de dire regardez ce qui se passe. Assumez vos positions devant le monde entier. C'est donc bien un test de crédibilité pour le Conseil, comme ils le disent. Forcer les membres, surtout les permanents, à se positionner clairement. Voilà. Mettre en lumière l'écart entre les beaux discours sur le droit international, la diplomatie, et puis les actes concrets ou l'inaction face à une violation flagrante. L'Algérie se pose en défenseur de cet ordre légaliste finalement. Oui, ça correspond à leur tradition diplomatique. Ils insistent beaucoup sur le lien de cause à effet. Élargir les fronts mène au chaos. Cibler les négociateurs bloque les solutions. Il y a un écho de leur propre histoire là-dedans, sans doute.
La conviction que si la diplomatie échoue, c'est la population qui paie. Exactement. Et sur le long terme. Dans la réaction algérienne, il y a aussi cette insistance sur le lien entre la stabilité du Golfe et celle du reste de la région. C'est un message aux autres pays arabes, peut-être? C'est très probable. Une sorte d'avertissement. Oui, peut-être même à ceux qui ont normalisé avec Israël, du genre « Attention, ce qui arrive à Doha pourrait arriver ailleurs si on ne défend pas collectivement des principes clairs ». C'est une lecture plausible. Ça dépasse la simple solidarité avec le Qatar. C'est l'affirmation d'un principe. La souveraineté, c'est pour tout le monde pareil. Et la médiation, même imparfaite, c'est un outil trop précieux pour laisser saper sa crédibilité ou sa sécurité. Donc, en défendant Doha, Alger défend un principe universel pour la sécurité régionale. C'est ça, une vision systémique. Frapper les négociations à Doha, ça a des répercussions partout au Moyen-Orient. Ça retarde tout. Ce qui nous amène aux implications plus larges. Cette frappe, elle pose des questions fondamentales pour l'avenir. Absolument. La première, très pratique, comment on fait pour reprendre des négociations sérieuses si même le lieu où elles se tiennent peut être visé? Qui va vouloir accueillir des discussions sensibles dans ces conditions? Exactement. Comment garantir la sécurité des médiateurs, des délégations? On risque une paralysie des canaux diplomatiques. Ils sont déjà si fragiles. Et au-delà de la logistique, il y a la question de la volonté politique. Si une partie frappe des négociateurs chez le médiateur, ça dit quoi de son engagement réel pour une solution négociée? C'est la question centrale. Est-ce une tactique de pression extrême ou est-ce que ça montre un rejet de la voie diplomatique au profit d'une logique purement militaire? Éliminer l'adversaire, où qu'il soit. Cette ambiguïté est dangereuse. Très dangereuse. Ça mine la crédibilité de tout processus futur. Ça renforce les durs dans tous les camps, ceux qui pensent que seule la force paie. Et donc, retour au Conseil de sécurité, sa réaction ou son absence de réaction va être très observée. On peut attendre quoi concrètement? Bon, une résolution de condamnation ferme, c'est peu probable à cause des vétos. Peut-être des déclarations fortes de la plupart des membres. Condamnation de la violation de souveraineté, appel à la retenue. Une déclaration présidentielle peut-être. Voilà, ça demande consensus, mais c'est moins fort qu'une résolution. Mais l'enjeu, c'est le contenu. Est-ce qu'on dira clairement que frapper un médiateur, c'est inacceptable? Ou est-ce que les alliances vont diluer le message? Une absence de réponse claire serait vue comme un feu vert. Par certains, oui. Un affaiblissement de plus des normes internationales. Finalement, cet épisode à Doha, il met en lumière une tension énorme dans le monde actuel, entre souveraineté et droit à la sécurité autoproclamée, et surtout, la fragilité des espaces de dialogue. C'est une très bonne synthèse. On voit que les outils classiques, négociation, médiation, droit international, sont vraiment sous pression. Quand la capitale d'un médiateur devient une cible, c'est un signal très inquiétant. Ça nous laisse avec une question pour l'avenir, non? Oui. Si même les lieux de dialogue deviennent des champs de bataille, qu'est-ce qui reste avant la confrontation généralisée? Comment on protège ces mécanismes de désescalade dans un monde où la tentation de l'unilatéralisme et de la force semble grandir? Une question qui dépasse largement le Moyen-Orient. La réponse, ou son absence, va sans doute façonner les relations internationales de demain. Une réflexion essentielle sur la place du droit face à la politique de puissance.